Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je m'en vais vous parler rapidement de l'hémorragie du postpartum. Mais avant cela, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui, je l'espère, vous aiderait pendant tout votre cursus. Il s'agit de l'apprentissage et la liaison des cours. Supposons que vous apprenez 2 chapitres et que le premier chapitre contient 50 unités d'information. Le deuxième chapitre qui contient 60 unités d'information, vous allez penser que à la fin, vous aurez 110 unités d'information, mais en vérité, vous n'avez que 55 ou 60 unités d'information. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il y a des liaisons, faites des liaisons et voilà, le reste, ce n'est qu'une répétition du premier chapitre dans le deuxième chapitre. Bien. Maintenant, si on passe directement à l'hémorragie du postpartum, ce qui nous intéresse comme d'habitude, c'est que c'est un danger, puisque c'est la première cause de mortalité après l'accouchement. C'est un danger et en même temps, cette hémorragie est imprévisible. Juste ces deux informations doivent nous interpeller sur voilà, le risque et les conséquences. Bien. Qui dit hémorragie dit une quantité. Et de quelle quantité on parle? Bon, il faut savoir que ça dépend des pays, ça dépend des protocoles et des décisions. Dans le cours, vous pouvez voir 1000, mais parfois c'est à 500. D'accord? Mais il faut savoir que même à 300 millilitres, d'accord, il faut s'alarmer. Bien. Quand on dit le postpartum, jusqu'à quand est-ce qu'on parle? Postpartum, en fait, c'est jusqu'à 24 heures. Les 24 prochaines heures après l'accouchement, c'est-à-dire il faut surveiller pendant tout ce temps. Et après les 24 heures, s'il y a une hémorragie, on appellera cela hémorragie du postpartum secondaire. Bien. Pour comprendre cela, il faut juste comprendre un peu la physiologie de l'accouchement. Bon, lorsque la femme elle est prête, elle va sécréter une hormone de l'ocytocine qui va aller contracter les muscles utérines. Donc ces muscles utérines qui vont évacuer le fœtus en premier, puis bien sûr le placenta va suivre. Bien. Mais lorsque le placenta va se détacher, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une rupture des artères qui étaient connectées avant entre le placenta et l'utérus. Maintenant, ces artères coupées doivent bien sûr s'arrêter. Donc, Dieu faisant bien les choses, les muscles de l'utérus étant disposés de manière perpendiculaire, lorsqu'elles vont continuer à se contracter, elles vont fermer ces artères, boucher ces artères, donc une bonne hémostase. Et aussi, si vous voyez la cinétique d'évolution des protéines de la coagulation, vous allez voir qu'au 3e trimestre, normalement, elles doivent augmenter. Donc, ça aussi, ça permet cette hémostase, cet arrêt de saignement. Bien. Donc, on va voir qu'est-ce qui peut se passer mal pendant cet accouchement et qui peut donner cette hémorragie. Bien. Donc, la première des choses, bien sûr, ça va être le tonus. Donc, j'aimerais que vous reteniez les 4 T, d'accord, sinon les 5 T dans l'hémorragie du postpartum pour vous faciliter l'apprentissage. Donc, le premier T, bien sûr, c'est le tonus. Il représente entre 50 à 75% des cas. Donc, il y a un manque de tonus, d'accord? Donc, comment est-ce que vous allez savoir ça? Lorsque la femme va, d'accord, lorsqu'elle va être délivrée. Donc, juste si vous posez la main au-dessus, d'accord, du pubis, vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a une certaine tonicité, d'accord? Et s'il n'y a pas de tonicité, voilà, vous savez que, genre, l'utérus est atone. Donc, de ce fait, il faut faire soit un massage utérin, soit le Trendelenburg, qui consiste à incliner la femme, tête en bas et membre inférieur vers le haut. Bien. Donc, s'il n'y a pas de tonicité, il faut donner de la tonicité. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner l'ocytocine, d'accord? Et on peut donner le misoprostol, qui est les analogues des prostaglandines aussi, qui peut faire la contraction. Voilà. On peut aussi donner l'ergométrine, d'accord? Mais il faut faire attention s'il y a un cas de HTA ou une crise d'éclampsie avec cette hormone. Bien.
Après le premier T, on va passer au deuxième T, d'accord, qui représente les tissus. Bah, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bah, comme vous l'avez compris, lorsque la femme, normalement, elle accouche, d'accord, il y a le fœtus qui sort, mais qu'est-ce qui sort après? C'est le placenta. Donc, parfois, vous allez voir que le placenta, le placenta sort, ce n'est pas complet. Donc, il faut toujours vérifier l'intégrité du placenta après la délivrance. Bien. Donc, ces tissus qui représentent 10% des cas, d'accord, il y a le placenta previa, d'accord, qui est une position anormale du placenta. Il y a aussi des placentas invasifs comme le accreta, l'increta et le percreta. C'est juste des placentas qui s'insèrent plus que la normale dans l'utérus, comme vous pouvez le constater. Donc, imaginez que vous êtes en train d'enlever le placenta, bah, ça va être difficile de l'enlever. Donc, parfois, il faut mettre la main, d'accord, pour aller l'enlever manuellement. Donc, ceci aussi peut contribuer à l'hémorragie du postpartum. Et il ne faut pas oublier aussi l'infection dans ce cas. Donc, n'oubliez pas de donner des antibiotiques. Très bien. Le troisième T est représenté par les traumas, les traumatismes. Donc, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que, tout simplement, lorsque la femme accouche, lorsque vous avez fini de vérifier d'abord le tonus, le tissu, il faut vérifier s'il y a des plaies de la filière génitale, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire l'examen du périnée, du vagin et du col, d'accord? Estimer le degré et l'étendue, d'accord? Bien sûr, éviter l'infection et réparer les dégâts, aussi simple que ça. En fait, tous ces T doivent en même temps vous faciliter la tâche. Donc, ça veut dire que vous n'allez rien oublier. T pour tonus, T pour tissu, T pour trauma. Et maintenant, imaginez aussi que vous avez fait l'épisiotomie. Bah, il faut aussi suturer la plaie. D'accord? Aussi simple que ça. Bien. Quatrième T maintenant, c'est la thrombine. Qui dit thrombine dit hémostase. D'accord? Donc, il faut juste vérifier la coagulation du sang chez cette femme-là. D'accord? Et chez n'importe quelle femme d'ailleurs. Bien. Donc, après le quatrième T, je vais ajouter un cinquième T, mais ce n'est pas vraiment une cause, mais plutôt une manière d'arrêter ce saignement. Donc, c'est la tamponnade. Donc, si le saignement continue, on doit tamponner, bien sûr. Et comment est-ce qu'on va tamponner? Bah, on va tamponner avec la sonde de Foley. D'accord? On insère une sonde à l'intérieur de l'utérus qu'on remplit. Et voilà, qui va tamponner ce saignement-là. Bien. Maintenant que vous avez compris tout ça, le cours est fini, sinon presque fini. On va voir juste comment est-ce qu'on va traiter cela. Bah, c'est aussi simple qu'on a vu le traitement de l'éclampsie et de la prééclampsie. Donc, la première des choses à faire, bien sûr, c'est de stopper l'hémorragie. La deuxième, c'est de restaurer la volémie. Et la troisième, c'est corriger les troubles de l'hémostase. Voilà. Et c'est du cas par cas. Avec le tonus, le manque de tonicité, bah, il faut donner les molécules utérotoniques. Bien. Donc, c'est tout. Et pour stopper l'hémorragie, bah, le traitement consiste en la ligature, vasculaire. D'accord? Ou bien on appelle un radiologue pour l'embolisation. Bah, si on n'arrive pas à faire tout ça, si toutes ces mesures n'arrêtent pas le saignement, on passe à l'hystérectomie d'hémostase. Aussi simple que ça. En deuxième lieu, on doit restaurer la volémie, l'état hémodynamique, d'accord, en faisant un remplissage adapté, d'accord, et avec des vasoconstricteurs. Ça, vous allez le comprendre lorsqu'on va faire le cours sur les états de choc. C'est très simple, en fait. Et comme vous le voyez, la prise en charge au niveau des troubles de l'hémostase est presque la même comme dans la vidéo qu'on avait vue, d'accord, sur la prééclampsie et l'éclampsie. Regardez, on donne des kiloglobulaires si le taux d'hémoglobine est bas, plasma frère congelé pour restaurer les protéines de la coagulation, et des kilos plaquettaires lorsque le taux de plaquettes est bas. Est-ce qu'il y a une différence là avec la prise en charge de l'éclampsie et de la prééclampsie? Aussi simple que ça, en fonction juste du trouble, vous allez faire ce qu'il y a lieu de faire. Bien. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le cours. J'espère que ce résumé
vous a facilité la tâche. De plus que l'hémorragie du postpartum, le délai de prise en charge est inférieur à 30 minutes. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention et il faut être vigilant puisque 2 tiers des décès seraient évitables. Donc, je compte sur vous pour éviter tout cela. Donc, à la fin, on va se retrouver avec une beauté pareille où il y a tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. J'espère que vous avez bien compris le cours. J'espère que vous allez vous rappeler des 4 T et des mesures à prendre en fonction de la cause, en fonction de la gravité et en fonction de ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup.